plus pertinent d'analyser différemment, comme le pense Durkheim, les vérités sociales et les types de formation de chaque société. Merci. Voilà. Oui, alors, bon, chère madame, les historiens considèrent qu'en gros, la Révolution française a duré 100 ans. Hein. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est que la Révolution arabe, ce sera plus court. Hein. Mais voilà. Mais je ne peux pas vous dire combien. Je ne sais pas, 10, 20 ans, je ne sais pas. Parce que l'histoire s'accélère partout. Et c'est vrai qu'on est dans un temps long. Alors, le problème, c'est vous faites du khaldounisme comme M. Jourdain. C'est que vous... voilà. Alors, nous, on a fait comme ça, donc les autres doivent faire comme ça. Je veux dire, comme s'il y avait une espèce de modèle. Ce qui prouve que la vision marxiste de l'histoire a quand même laissé beaucoup de traces. Hein, que l'histoire, ce serait comme une gare, ou plutôt comme une ligne de chemin de fer, il faudrait passer par différents... pas du tout. Hein. L'histoire, d'abord, c'est les peuples qui la font. Ils la font, donc elle est par définition imprévisible. Et ils la font avec leur propre énergie. Hein. Il est beaucoup plus, à mon sens, hein, pertinent pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, de dérouler l'histoire du constitutionnalisme en Tunisie. Je vous ai rappelé 1861, après le Destour, puis le néo-Destour de Bourguiba, la première assemblée constituante en 1957 qui met en avant une monarchie parlementaire et que Bourguiba va dissoudre pour instaurer une présidence autoritaire qui va devenir une présidence à vie. Hein. Et même Banani qui est obligé d'appeler son parti le Rassemblement constitutionnel. Hein. Donc le constitutionnalisme, c'est vraiment clé. En Égypte, vous avez toute la question effectivement du rapport à l'État, mais aussi de l'islam politique. Hein. Et donc dans chaque pays, vous avez ce bagage qui est propre, mais le pain, la dignité, l'honneur, je ne suis pas du tout certain que ce soit les trois composantes. Hein. Dignité, oui. Avant dignité, droit, oui, ça c'est des romans. Mais surtout, dégage. Excusez-moi, c'est quand même la clé de tout. La clé de tout, c'est dégage. Fous le camp. Casse-toi. Hein. Ils n'en peuvent plus de ces types. Et c'est pour ça que toutes les solutions de type qui ménagent les formes et tout étaient, une fois passé un certain degré de répression, hein, vouées à l'échec. Hein. Donc, la force, l'énergie principale, à mon sens, hein, tout ça c'est des processus très complexes, c'est une énergie nationaliste, qui a d'ailleurs été, au bout d'un certain temps, en tout cas c'est évident à partir de 1792, l'énergie fondamentale de la Révolution française, qui avait quand même une vraie pensée sociale, libérale, démocratique. Excusez-moi, là, vous êtes allé un peu vite en besogne. Mais c'était l'énergie nationaliste évanouie. Or, ce qu'on voit aujourd'hui partout, c'est qu'on oppose le drapeau, soit le drapeau original, soit un drapeau restauré, au dictateur, qui est présenté comme un ennemi de la nation, non pas parce qu'il serait un agent du Mossad, de la CIA ou des Français, ça c'est le discours des dictateurs qui voient des conspirations partout, parce qu'il a trahi le peuple, il a spolié la nation, il l'a pillé, il l'a humilié. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui s'est passé. Hein. En termes de détournement des ressources nationales, on n'est qu'au commencement du début de comprendre l'ampleur, enfin on parle de plusieurs points de PNB dans chacun de ces pays, hein, directement de vos poches. C'est de ça qu'on parle. Et raquettes généralisées, etc. etc. Donc c'est très difficile de mettre de distinguer les différents niveaux de revendication parce que le politique, le social, l'économique se mêlent, mais ils fusionnent dans l'idée d'un tahrir. Et la place tahrir au Caire, c'est la place de la libération. Et donc, quand on a gagné, on sort le drapeau. On ne sort pas le drapeau rouge, on ne sort pas le drapeau vert. Et ça là sort le drapeau noir, ce qui les met d'ailleurs au banc de la communauté nationale. Tout le monde sort le drapeau, s'habille dans le drapeau. Les jeunes s'habillent dans le drapeau. Moi, j'ai vu des jeunes Tunisiens qui
et je suis super tunismen, avec le drapeau tunisien sur le dos. Quand on connaît le rapport au drapeau dans nos sociétés, ça prouve qu'il y a quand même un réservoir de mobilisation patriotique et nationaliste qui est énorme dans ces jeunesses arabes. Monsieur. Merci. On lit souvent que l'AKP serait le modèle mental ou une référence pour une évolution dans un certain nombre de pays arabes. Est-ce que cette référence, ce modèle, pardon la tautologie, c'est vraiment vrai, aussi répandu qu'on peut le lire? Et si tel est le cas, quel est son degré de pertinence? Est-ce que ceci peut... Est-ce que les pays arabes peuvent vraiment s'engager dans cette voie avec une certaine probabilité de succès, ou est-ce que c'est un type d'analyse qui est complètement en dehors de la plaque pour vous? Non, de toute façon, rien n'est en dehors de la plaque. Hein. La plaque est assez vaste. Donc l'AKP, c'est le parti de la justice et du développement, c'est donc le parti au pouvoir en Turquie depuis 2002, et c'est un parti qui gagne chaque élection avec plus de voix que la précédente, ce qui est un rêve pour tout parti de gouvernement, qu'il soit islamiste ou pas. Alors c'est ça qui fait rêver. C'est ça qui fait rêver. Et c'est ça qui fait rêver entre autres les islamistes qui, dans le monde arabe, ont très peur d'avoir encore moins de voix aux élections suivantes et encore moins de voix aux élections d'après. Alors il se trouve que là, j'étais à Istanbul ces derniers jours, où j'étais un des deux invités français, à leur forum politique mondial, qui est organisé par, il faut savoir qu'il y a deux centrales patronales en Turquie, il y a le MEDEF, puis il y a le MEDEF musulman, hein, TUSIAD et MUSIAD. Hein. Et MUSIAD, je peux vous dire, c'est puissant. Hein, et donc on arrive dans un magnifique palais des congrès où vous avez tous les stands qu'il y a à l'université du MEDEF ailleurs, sauf que c'est de la finance islamique, c'est de l'immobilier islamique, c'est de l'Internet islamique, etc. Bon. Donc ils organisaient ça, et c'était intéressant au niveau de la vision du monde, parce que les trois langues de travail étaient turc, arabe et anglais. Et effectivement, ils avaient ouvert, c'était le vice-premier ministre libyen qui a fait le discours d'ouverture, mais le deuxième orateur, c'était Ahmed Harara, qui est un dentiste de 32 ans égyptien, qui a perdu un œil dans les manifs contre Moubarak en février, et le deuxième dans les manifs contre les militaires à l'automne. Un personnage assez charismatique, très impressionnant, d'autant qu'il a un œil de verre blanc sur lequel il y a écrit « liberté » en arabe. Voilà. Donc le discours qu'il a fait est un discours très anti-militaire et très anti-islamiste. Sur le thème, les frères musulmans ont partie liée avec les militaires. Donc, déjà, il y avait quand même des indications. Mais moi, je ne connais pas un islamiste arabe, peut-être que j'en connaisse plus, j'en connais quand même pas mal, qui ait lu un texte de doctrine des islamistes turcs. C'est comme ça. Hein, les Arabes exportent leur doctrine islamiste ou autre aux autres musulmans. Très rare que ça se passe dans l'autre sens. Alors que les islamistes turcs ont beaucoup lu, entre autres Ranouchi, l'actuel patron du parti islamiste Narda. Non, ce qui fascine, il y a trois choses qui fascinent dans le modèle turc, entre guillemets. C'est d'abord, outre les victoires électorales, c'est d'abord le taux de croissance. C'est sûr qu'ils aimeraient bien tous 5, 6, 7% de croissance. C'est ensuite la façon dont ils sont arrivés à brider les militaires. Ça les fait tous rêver. Il faut voir ce que c'était la Turquie il y a 15 ans. Hein. Erdogan et les autres ont passé quand même pas mal de temps en prison. Et maintenant, c'est eux qui, du jour au lendemain, peuvent limoger et coffrer le chef d'état-major. Ça, effectivement, le message a reçu 5 sur 5 en Algérie, en Égypte et ailleurs. Et puis le troisième point qui est moins connu, c'est les telenovelas, donc les feuilletons télévisés turcs. Alors si vous avez le bouquet free ou je sais pas quoi, alors c'est pas sous-titré, mais allez vers les numéros 500 sur ART, Samaniolu, etc. Et vous verrez des espèces de Dallas. Enfin, je parle du feuilleton Dallas, pour ceux qui ont un peu de mémoire,
sauf que les femmes sont plutôt voilées, les types ont plutôt la marque de la prière sur le front, mais ils vivent pareil, c'est des grands bourgeois, hein, qui sont à la fois musulmans et capitalistes heureux. C'est ça qui fait facile. Hein, c'est être dans l'OTAN et être musulman. C'est faire du fric et être musulman. C'est ça. Alors dire que c'est le modèle turc, peut-être. Enfin, à mon avis, il y a pas mal de pays musulmans qui pourraient prétendre à ça. Là, je pense à la Malaisie ou à d'autres qui sont certes beaucoup plus loin. Mais c'est ça plus qu'une attirance idéologique qui les marque. Mais juste pour terminer, Erdogan, donc le Premier ministre turc, quand il vient parler de la laïcité en Tunisie, il faut voir qu'il n'y a que 2 pays au monde qui ont le concept de laïcité. C'est la France et la Turquie. Il faut le savoir, parce qu'après, dès qu'on parle en anglais, laïcisme, ah bah oui, ça n'existe pas. Sécularisme, ça n'a rien à voir. Hein. C'est comme ça. Hein. Donc, on a beaucoup de choses intraduisibles en français. Hein. Et donc, vous avez laïclique en turc. C'est-à-dire la même chose. D'ailleurs, c'est Atatürk qui l'a pris comme ça, et qu'on a fait ce concept. Eh bien, quand Erdogan parle de laïclique en Tunisie, ils connaissent, hein, parce qu'avec Bourguiba et tout, quand il parle de ça en Égypte, c'est la bronca générale. Et ça ne se passe pas bien, du tout. Hein. Donc, il y a peut-être une connexion turco-tunisienne, éventuellement maroco-tunisienne, je doute beaucoup plus pour les autres. Autre question de la salle. Monsieur. Oui, donc j'ai une question à vous poser. Je crois que le printemps arabe a suscité beaucoup de craintes dans les autres contrées du monde soumis à un régime, disons, dictatorial. Mais ces craintes sont retombées assez vite, parce qu'en l'absence de visibilité sur le modèle politique, économique et culturel issu de ces révolutions. Alors, quelles sont les leçons à retenir pour que, dans d'autres pays du monde où le peuple est soumis à un régime dictatorial, pouvoir réussir une révolution, ne pas laisser perdurer le slogan « moi ou le chaos ». Oui, enfin, je comprends, ils ont suscité beaucoup de craintes de la part de qui? Des pays... Non, des pays ou des régimes, excusez-moi, parce que moi les pays, je connais pas. Des pays avec des régimes dictatoriaux. Mais les craintes de la part des peuples ou des régimes? Non, les craintes des dirigeants, bien sûr. Ah, d'accord. Oui, excusez-moi, il faut non, c'est le crainte des clair. dirigeants, parce qu'ils ont peur, le mot dégage est fort. Ah ben, le mot jasmin est, à ma connaissance, toujours censuré sur l'Internet en Chine. Hein. Ah non, mais je ne parle pas de la Chine, je ne sais pas comment vous pensez à la Chine. Je parle d'autres pays moyens, pas les grandes puissances plus difficiles. Ben, lesquels, par exemple? Je comprends. Azerbaïdjan. Oui, Le non, pays mais... de l'ex-Union soviétique. Oui, mais c'est... Les pays du sud-est asiatique, certains pays du sud-est asiatique. Oui. En même temps, vous savez, les Arabes, ils font la révolution pour eux. Hein. Excusez-moi, j'ai parlé de la Chine très directement, parce que c'est en Chine que ça a été immédiat. C'est-à-dire, immédiatement, ils ont censuré sur Internet tous les termes qui pouvaient être liés, et aujourd'hui, vous avez tout un langage parallèle sur l'Internet chinois pour parler du monde arabe avec des mots. Pour dire Syrie, on dit un autre pays, pour dire je ne connais pas tout. Hein. Donc je vous dis ça parce que ça prouve à quel point la vigilance était forte. Hein. Alors après, alors l'Azerbaïdjan, je ne connais pas assez, bon, j'ai servi au Kazakhstan et ailleurs, donc j'ai une vague idée sur ce qui se passe en Asie centrale. De toute façon, en Asie centrale, tant que le couvercle ne sera pas soulevé, on ne saura rien de ce qui se passe. Hein. Le blocage est tel. Mais regardez le Sénégal. Moi, je ne peux pas imaginer ce qui vient de se passer au Sénégal sans les révolutions arabes. Excusez-moi. Et c'est exactement la même dynamique. Hein. Une dynamique constitutionnelle, une dynamique... Et de même que Wade fonctionnait comme Moubarak. Il avait mis son fils en scène, la corruption avait atteint des niveaux hallucinants, et tout le monde disait, bah oui, bah, ce sera comme ça, bah voilà, bah, on ne peut pas faire autrement. Tout le monde sauf les Sénégalais, hein, qui, à la surprise générale, ont renversé pacifiquement, démocratiquement, alors même que Youssou N'Dour avait été invalidé, etc., etc.
Moi, je parlais de ces sujets-là à Nouakchott, et il y avait un jeune Africain qui était très très excité au premier rang, qui disait « Mais pourquoi il n'y a que les Arabes qui ont le droit de faire la révolution ?» J'ai jamais dit ça. Nous, les Africains, on veut faire la révolution aussi. Donc, il faut voir que c'est une source d'inspiration. Hein. Donc, la question n'est pas tellement quel est le modèle politique vers lequel on va. Donc, je ne crois pas que l'Azerbaïdjanais moyen a envie d'être gouverné comme en Égypte ou comme en Tunisie. La question, elle est très simple, c'est la mobilisation, ça paye. Hein, et on peut arriver à ses fins dans certaines conditions. Hein, et donc, c'est une source d'inspiration. Donc, le vrai changement, moi, je ne peux pas parler pour tous ces différents pays, moi, je parle qu'arabe, donc je ne parle pas azéri, je ne peux pas juger, je n'ai pas accès à leur littérature de base. Mais le grand changement, c'est que, après cette décennie d'Al-Qaïda, qui est une décennie pour rien, hein, où on a fait que perdre notre temps, et pire que ça, on a régressé intellectuellement, culturellement, parce qu'on a voulu nous faire croire que Al-Qaïda, c'était le monde arabe et c'était les musulmans, alors que c'était une espèce de développement tout à fait aberrant, hein, ce que j'appelle moi une parenthèse, hein, indispensable dans l'histoire du monde arabo-musulman. Et soudain, on redécouvre les Arabes pour ce qu'ils sont, avec leurs nombreuses qualités et leurs multiples défauts, comme tout le monde. Hein, et soudain, il y a un certain nombre de personnes dans le monde entier qui les prennent, je ne dirais pas comme modèle, mais en tout cas comme source d'inspiration. C'est quand même très frappant. Moi, quand je suis allé voir les gens d'Occupy Wall Street, c'était impressionnant, au pied du World Trade Center, enfin des ruines du World Trade Center, où vous aviez une affiche, la Tunisie s'est réveillée, l'Égypte s'est réveillée, Amérique, réveille-toi. L'idée pour des Américains, à côté du World Trade Center, de prendre des Arabes pour modèle, c'était copernicien. Hein, et même chose à Madrid, même chose. Donc je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais ce qui est certain, c'est que l'idée que des gens se tournent du côté du monde arabe pour tirer des leçons, pas forcément pour s'en inspirer, puis après chaque pays fait sa libération, son émancipation, suivant les voies qui lui sont propres. Hein. Mais la figure du manifestant, hein, vous savez que c'est l'homme de l'année pour Time, ben, ils n'ont pas choisi un manifestant azéri ou chinois, ils ont choisi un manifestant arabe. La parenthèse Al-Qaïda, elle s'est refermée. Enfin, à mon avis, elle était refermée depuis un certain temps, mais on ne voulait pas l'admettre. Là encore, Al-Qaïda, sans l'invasion américaine de l'Irak, aurait connu, alors là pour le coup, hein, un déclin qui me paraissait inévitable, et elle a été relancée par une guerre d'une violence inouïe, par une occupation au cœur du Moyen-Orient. Il faut savoir qu'il n'y avait pas un membre d'Al-Qaïda en Irak en mars 2003, hein, au moment de l'invasion américaine. Il y en avait plusieurs milliers quelques mois après. Donc effectivement, ça leur a... et aujourd'hui, parce que je ne désespère pas d'essayer de convaincre les Russes que je vais voir régulièrement pour leur dire de changer de position, mais je leur dis, vous savez, le jour où vous changez de position, comme par hasard, vous allez avoir un attentat d'Al-Qaïda contre votre ambassade à Damas. Monsieur. Justement, l'attentat d'hier au Yémen, d'ailleurs revendiqué par Al-Qaïda. Oui. Est-ce que la revendication est juste, ou alors est-ce que c'est le début d'un nouveau commencement? Et bien sûr au Yémen et dans d'autres pays éventuellement. Ce qui se passe, c'est que les terroristes ont compris une chose bien mieux que d'autres, c'est comment fonctionnent les médias modernes. Ben Laden était quelqu'un qui était obsédé par sa com. On a vu d'ailleurs ces dernières images où il est là, en train de se regarder en vidéo, et on a des documents où il peste parce que tel documentaire, tel programme n'a pas été suffisamment favorable. Donc Al-Qaïda, en termes de marketing, c'est génial.
Parce qu'immédiatement, ça fait trembler le monde entier. D'accord ? Donc, si vous voulez, c'est fascinant de voir comment le Yémen, qui connaît quand même un niveau de violence endémique, avec 2 armes en moyenne, 2 armes à feu par habitant, intéresse dès qu'on parle d'Al-Qaïda. Donc ils savent faire ça. Or, ils sont actuellement, on est face à une guérilla contre l'armée yéménite, avec, à l'évidence, des complicités très haut placées, qui alimentent toutes les théories du complot du point de vue des tenants de l'ancien régime. Je ne vois pas comment Al-Qaïda n'a jamais frappé de cette façon, et là, soudain, au moment où l'armée yéménite est épurée de tous les fidèles de l'ancien dirigeant, ils arrivent à infiltrer au milieu d'une parade au cœur de la capitale un kamikaze. Donc, on saura peut-être un jour la vérité. Ce qui est sûr, c'est que on était avant dans des situations ambiguës, à tout le moins. On avait l'armée qui se retirait de certaines villes qui étaient, comme par hasard, occupées d'Al-Qaïda. À chaque fois qu'on demandait des concessions au président désormais déchu, ce qui lui permettait d'aller voir les États-Unis en disant « Vous voyez bien, si les révolutionnaires continuent d'avancer, Al-Qaïda va prendre tout le pays. » Maintenant, c'est une autre phase. On a l'armée qui, méthodiquement, est en train de refouler Al-Qaïda. Mais sauf qu'on dit Al-Qaïda, c'est la branche yéménite d'Al-Qaïda qui est une guérilla. Ce ne sont pas des cellules terroristes infiltrées ici ou là, ce sont des combats à l'arme lourde. Donc il faut savoir de quoi on parle. Donc ce qui s'est passé, pour faire simple, c'est que c'était vrai avant, mais c'est évident aujourd'hui depuis la mort de Ben Laden, c'est que vous n'avez plus de fédération globale. Vous avez Al-Qaïda était la première, et à mon avis la seule et la dernière organisation terroriste à vocation planétaire. Donc maintenant on continue à dire Al-Qaïda, à parler Al-Qaïda, mais c'est du local. Ce qui ne veut pas dire que c'est moins violent. C'est ce qui veut dire que le potentiel d'exportation est bien moindre. Il n'est jamais nul. Il n'est jamais nul. Il n'y a jamais de sécurité à 100%. Mais avant, ça n'était que ça, si j'ose dire. Alors que maintenant, c'est revenu, ça s'est relocalisé. Et donc, ce sont dans des logiques d'insurrection, contre-insurrection, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les logiques de terrorisme ou contre-terrorisme, même si tous les tenants dans l'histoire de la contre-insurrection ont appelé leurs ennemis des terroristes. C'est une bonne guerre, si j'ose dire. Mais sauf que ce n'est pas de ça qu'on parle, c'est d'autre chose. Madame ? Je voudrais juste poser une question. Lorsqu'il y a eu le phénomène en Tunisie, vous dites que le peuple est à l'origine, bien évidemment, mais comment se fait-il qu'il y a ce mouvement qu'on a vu dans les différentes associations, une immigration, une volonté de fuir la Tunisie pour venir travailler, trouver du travail, échapper à la misère pour venir en France? On a eu incroyablement de demandes Incroyablement, c'est combien d'après vous? Ça, je n'arrive pas à déterminer, bien évidemment, le mouvement. On le sait dans beaucoup de pays, pour l'Afrique, etc., ils sont venus. Mais je pense qu'il y en a eu énormément, parce qu'on a eu énormément de demandes. Oui, enfin, énormément de demandes, oui. On a eu énormément de déclarations à l'emporte-pièce de messieurs Sarkozy et Berlusconi. Mais excusez-moi, oui, je me permets quand même de répondre. Et avec suspension de Schengen, etc. On parle, apparemment, d'après les chiffres que j'avais eus, de 20 000. Il faut voir que la Tunisie, au même moment, a accueilli 200 000 réfugiés libyens du fait de l'insurrection. Donc, bon, ça c'est juste pour ramener l'ordre de... Alors, il faut savoir une chose, c'est-à-dire que non seulement ces pays étaient dirigés par des mafias, par une bande de gangsters, il faut quand même
appeler les choses par leur nom. Mais une des ressources de ces mafias, en plus du racket, etc., c'est l'immigration illégale. C'est-à-dire que Ben Ali et Kadhafi étaient des pompiers pyromanes. C'est-à-dire qu'à la fois, ils rackettaient les réseaux d'immigration illégale, et en même temps, ils se présentaient à l'Occident en disant, vous voyez, on est les meilleurs remparts. Donc littéralement, ils touchaient sur les deux tableaux. Donc il est évident que leur chute a complètement introduit un désordre, mais vous pouvez constater que l'ordre des choses, l'ordre courant des choses, c'est comme par miracle rétabli quelques semaines après leur chute. Donc moi je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je ne sais pas qui est soudain arrivé en disant à Zarziz ou à Zaoulia ou ailleurs, écoutez, maintenant vous prenez les bateaux, ou qui a dit il n'y a plus de surveillance, il n'y a plus de police, on peut en profiter, ou quels sont les trafiquants qui, à ce moment-là, y ont vu leur opportunité. Hein. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les Tunisiens ont été extrêmement choqués de cette espèce de diabolisation, de mobilisation soudain, comme un seul homme, de l'Europe, avec les deux dirigeants que j'ai nommés à leur tête, non pas pour venir au secours de la Révolution, mais pour protéger l'Europe contre ces vagues qui allaient, par définition, nous submerger, c'est bien connu. Nous ne faisons que survivre à des vagues qui vont... Il faut savoir qu'aujourd'hui, le vrai problème de l'immigration dans cette partie du monde, c'est l'immigration africaine qui arrive en Afrique du Nord. Il n'est plus du tout vers l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut savoir que du point de vue des transferts de population, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc sont pratiquement dans la situation où se sont retrouvés l'Espagne, le Portugal, l'Italie dans les années 60-70, c'est-à-dire devenant de réservoirs d'émigration, au contraire des destinations privilégiées d'immigration. Voilà. Mais ça, effectivement, ça implique une certaine forme de débat citoyen, d'appeler un chat, de donner des chiffres, et pas en permanence d'essayer d'agiter je ne sais quel épouvantail. Non, c'était pas du tout en termes d'épouvantail. Hein. Non, mais je vous le dis. Quand ils viennent, ils nous demandent, on est sans papier, qu'est-ce qu'on fait voilà, il y a ça. C'était pas du tout un épouvantail. J'ai bien compris. Je demandais l'explication. Que M. Filieu vous a donné. Voilà, on arrive au terme. Juste une petite question. Alors, une petite. Vous avez parlé tout à l'heure de la Turquie, de l'Atatürk. Je voudrais vous demander, premièrement, sachant que Mustafa Kemal, à l'instar du Vietnam, la Turquie est le seul pays arabe qui a la romanisation de l'écriture. Bon. Et je voudrais savoir la situation actuelle de la Turquie et pour détendre un peu l'atmosphère. Est-ce que c'est exact que, au sujet du port de la burqa dans les pays arabes, est-ce que c'est exact que c'est Atatürk qui a décrété que les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, librement, et seules les prostituées doivent porter le burqa, et du jour au lendemain, il n'y a plus de burqa. Est-ce que c'est exact? Mais l'atmosphère n'est pas tendue, monsieur. D'abord, effectivement, la Turquie n'est pas un pays arabe, hein, donc la romanisation de l'alphabet. C'est d'ailleurs intéressant, vu qu'on évoquait l'Asie centrale, de voir les pays qui sont revenus à l'alphabet de type arabe, ceux qui ont gardé un alphabet de type romain. C'était aussi là assez imprévisible. Alors, la burqa, moi j'ai jamais entendu quoi que ce soit sur Atatürk et la burqa. De toute façon, la burqa, c'est pareil. Hein, la burqa, si on veut parler de la burqa, c'est un type de voile qui est porté dans les zones tribales, qui est un voile intégral, avec généralement en plus une petite un rideau grillagé, hein, tout à fait inesthétique, et qui est porté dans les zones tribales entre l'Afghanistan et le Pakistan. Hein. Le voile intégral sur lequel on s'est beaucoup mobilisé et pour lequel la République a même jugé bon de voter une loi, en fait c'est le niqab, hein, qui est une espèce de voile intégral
généralement de couleur sombre, hein, qui donc couvre l'intégralité. Alors là, il n'y a pas de grillage ou quoi que ce soit, il n'y a plus qu'une fente pour les yeux. Voilà. Ça, à mon avis, dans la Turquie d'Atatürk, on ne savait même pas ce que c'était. Hein, en revanche, ce qui s'est passé, c'est que vous avez la question du voile. Voile, c'est hijab. Où là, effectivement, il y a eu toute une série de dispositions d'Atatürk, mais il faut rappeler qu'à la même époque, il avait interdit le tarbouche aussi, hein, au profit de la casquette. C'est-à-dire qu'on était dans l'idée, alors là, on est aux antipodes des libertés publiques, hein, on est dans l'idée d'un État fort qui va vous décider comment vous vous habillez. Hein, et une certaine forme d'habit étant supposée être l'équivalent de la modernité. Hein, moi, j'ai tendance à croire qu'on peut être très moderne, quelle que soit la façon dont on est habillé, et très réac, quelle que soit la façon dont on est habillé. Pas de problème. Mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est là-dessus que ça s'est porté. Et en fait, aujourd'hui, en Turquie, ce type d'interdiction, comme d'ailleurs, c'est pas les mêmes dispositions qu'en France, mais il est à l'université et dans les écoles. Alors, en France, c'est uniquement les écoles publiques, hein, et non pas les écoles et lycées, hein, et non pas les universités. Hein. Ce qui fait que le Premier ministre Erdogan, par exemple, dont les deux filles sont voilées, eh bien, elles sont aux États-Unis. Il ne peut pas les faire étudier en Turquie. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui prévaut toujours. Quant à la prostitution, je ne sais pas ce qu'il en est. En revanche, en Turquie et en Tunisie, le système des maisons closes, hein, est tout ce qu'il y a de plus officiel, hein, avec taxation et prélèvement fiscal sur donc, les travailleuses du sexe, vu qu'il n'y a pas de maison close pour les travailleurs du sexe. Voilà, monsieur, j'espère avoir répondu à votre question. Je voulais simplement savoir s'ils portent encore, s'ils sont obligés ou non de porter le burqa. Enfin, de se cacher le visage. C'est chaud tout ça. Monsieur, une dernière question? Alors, monsieur. Oui, c'est une question de terminologie qui peut avoir une incidence, je crois, dans les pays occidentaux, c'est le terme islamiste. Je crois que nos journalistes, nos hommes politiques utilisent abusivement le terme islamiste. En Europe, on a des partis démocrates chrétiens, on ne dit pas que ce sont des partis démocrates intégristes. En Turquie, on nous dit gouvernement islamiste, c'est l'AKP. Pourquoi ne pas appeler les partis par leur nom, alors que les journalistes, les hommes politiques, tous les jours, nous parlent des gouvernements islamistes dans les pays, justement, des pays arabes. Je parle du point de vue de la perception de l'opinion publique qui ne connaît pas les pays arabes. Oui, mais alors là, vous ouvrez un sujet qui est immense. Hein. Il n'y a pas de bonne terminologie. Il y a eu longtemps, on a dit intégrisme, puis après, on a dit fondamentalisme. Alors maintenant, on dit islamiste. Il se trouve aussi que les islamistes disent islamistes. Hein, alors que Est-ce que l'AKP est islamiste? C'est un parti musulman qui a des valeurs, mais est-ce que l'islamiste, c'est une connotation tout à fait extrémiste et négative? Ah ben. Alors voilà, est-ce que au Maroc, le parti, c'est le parti de la justice et développement aussi, je crois. Oui, tout à fait. Bon, alors voilà, ça entraîne une grande confusion dans l'esprit des Français, notamment, qui sont très sensibles à ces questions. Oui, alors effectivement, si on associe tout de suite l'extrémisme à l'islamisme, on part sur de fausses voies. Il y a des islamistes tout à fait extrémistes, hein, mais c'est pas forcément automatique. Mais en même temps, on est bien obligé de donner des noms. Hein. Alors on dit islamo-conservateur, on dit islamo-libéral, on dit... Moi, j'aime pas le terme modéré. De même que j'aime pas le terme musulman modéré. Hein, j'aime pas du tout. Hein, de même que j'aime pas taliban modéré qu'on va nous servir. Vous allez voir dans les prochaines semaines, on va trouver des talibans modérés à tous les étages. Oui, mais alors là, du point de vue historique, il n'y a pas un terme moins historique que modéré ou radical. Hein, donc on sait parfaitement que les gens n'arrêtent pas de changer de position. Et de mettre en œuvre de manière plus ou moins modérée ou radicale les principes auxquels les
les islamistes, maintenant, disent parti à référence islamique. C'est une façon, au fond, de noyer le poisson, à laquelle je ne souscris pas forcément. Après, on a les salafistes. Alors, salafiste, ça veut dire quelque chose, ça c'est très clair. Hein, et on sait qu'on a cet objet. Mais islamiste, au fond, aujourd'hui, finit par désigner les partis sortis de la matrice des frères musulmans, plus ou moins. Donc, effectivement, dans ces cas-là, on peut mettre AKP, PJD, Narda et autres dedans. Alors après, on a islamo-moderniste, mais de toute façon, c'est pas la peine d'apporter une réponse définitive à une question qui est complexe. On sait très bien que dans le socialisme européen, que dans le libéralisme européen, il y a 1000 déclinaisons et il y a 1000 familles. Et moi, ça ne me choque pas. Alors effectivement, si dès qu'on dit islamiste, comme dirait le grand Charles, on sort son revolver, ça, c'est embêtant. Mais le terme islamiste en tant que tel me paraît le moins mauvais commun dénominateur pour désigner ce dont on parle, étant entendu qu'il faut tout de suite le mettre au pluriel et dire qu'il y a effectivement des tendances plus ou moins compatibles avec la liberté. Mais la question qui va se poser, elle est simple. Et elle n'a pas grand-chose à voir avec les dominations, même avec les convictions des uns ou des autres. Ce sera tout simplement celle de la pratique politique. On est quand même dans un pays où jusqu'en 1977, le Parti communiste français prônait la dictature du prolétariat. Or, je constate que les islamistes tunisiens, par la voix de leur chef, ont considéré que la charia n'avait pas sa place dans la Constitution. Si vous comparez la dictature du prolétariat pour Georges Marchais et ça pour les islamistes, je peux vous dire que c'est incomparablement plus fort. Donc, au fond, c'est ça qui compte. Mais comme au même moment, comme il n'y aura pas la charia dans la Constitution, ils vont en rajouter dans les professions de foi islamiques en dehors de la Constitution. Ils vont dire plein de choses qui vont affoler les commentateurs. Sauf que l'essentiel, c'est que la charia ne sera pas dans la Constitution. Et après, qu'ils racontent ceci ou cela sur la charia ou le reste, après tout, ils sont islamistes. Moi, je crois profondément à leurs convictions. Ce sont des gens... vous avez tout le truc, je suis musulman modéré, mais je ne suis pas modérément musulman. Très souvent, les islamistes sont des gens qui placent la religion au cœur de leur engagement politique. Voilà. Moi, ça me paraît une définition qui est valable. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de gens qui sont très religieux, très pratiquants. Wael Ronem, que j'évoquais, donc le jeune révolutionnaire égyptien, est quelqu'un de très pratiquant, qui faisait ses 5 prières, etc. Personne s'en est... D'ailleurs, Google ne devait même pas le savoir. Et à aucun moment, ça n'a interféré avec son engagement politique. Ça lui a sans doute donné la force d'aller jusqu'au bout. Mais ça n'a pas interféré avec son engagement politique. Et à mon avis, il est là, la définition d'islamiste. Et ça me paraît le moins mauvais concept qu'on puisse utiliser, malgré tout, en mesurant le risque qu'il y a à le faire. Jean-Pierre Philu, merci. Merci pour ces réponses, ces éclairages que vous avez fournis et aucune réponse définitive. Je disais tout à l'heure, en référence à votre antépénultième livre, que vous aviez 9 vies. J'en ai cité 8. La 9e, elle est plus étonnante, c'est que vous êtes un spécialiste de Jimi Hendrix. Pourquoi? Comment? Parce que j'adore. On vous a qualifié d'hendrixologue. Oui. Bah, j'aimerais bien fonder une chaire d'hendrixologie. Et on m'a proposé de donner des cours sur Hendrix à New York, à l'université, à NYU. Ce qui aurait été amusant, parce que comme au même moment j'enseignais à Columbia, j'aurais fait le matin sur le Moyen-Orient en haut de Manhattan et l'après-midi sur Hendrix downtown. Ça aurait été drôle. Peut-être que je vais le faire un jour. Merci beaucoup, à vous. Jean-Pierre Philu. Merci.